Cette fois, nous avons découvert un paysage totalement nouveau en Arizona, radicalement différent de tout ce que nous avions connu auparavant. Le sol, aride et impitoyable, était durci par la chaleur et le temps. Une végétation basse et dense recouvrait le terrain, limitant la visibilité et ralentissant chaque mouvement, tandis que des formations rocheuses éparses et de profondes crevasses formaient des barrières naturelles qui rendaient la navigation et la pose des pièges bien plus complexes que prévu. Rien n'était simple, chaque pas exigeait de la prudence, chaque décision était lourde de conséquences. Malgré les conditions difficiles, les signes étaient indéniables. Des empreintes fraîches de sangliers sillonnaient nettement le sol poussiéreux, leurs contours nets et récents prouvant que ces animaux avaient non seulement survécu dans cet environnement, mais qu'ils s'y étaient adaptés. Cela a soulevé une question cruciale. Les mêmes systèmes de piégeage qui ont si bien fonctionné au Texas seraient-ils toujours aussi efficaces dans ces conditions totalement différentes? Ou serions-nous contraints de tout repenser une fois de plus, simplement pour suivre le rythme d'animaux qui n'arrêtent jamais d'apprendre? Le premier piège a été installé tôt le matin, positionné le long d'un réseau de sentiers de passage bien définis. Compte tenu du terrain aride de l'Arizona et de la rareté des ressources alimentaires immédiates, je m'attendais à ce que le retour des sangliers prenne du temps. Mais cette fois-ci, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le signal est arrivé bien plus tôt que prévu. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Nous nous sommes immédiatement dirigés vers le piège, nous frayant un chemin à travers les broussailles et le terrain accidenté. Même de loin, les mouvements à l'intérieur de l'enclos nous indiquaient une chose. Le résultat serait loin d'être négligeable. À mesure que nous approchions, la situation devint claire. Le groupe entier était déjà maîtrisé. Sans hésiter, nous avons rapidement sécurisé les lieux et géré la situation avant que les animaux ne représentent une menace. Le second piège fut installé plus tard dans la journée, plus profondément dans la forêt, dans une zone présentant de nombreux signes d'activité répétée. Des traces, du sol remué et des marques de nourriture confirmaient qu'il s'agissait d'un passage fréquent. Tout avait été mis en place tôt, mais contrairement au premier emplacement, aucun signal ne fut immédiatement capté. Les heures passèrent. Ce n'est que tard dans la nuit que le piège s'est finalement déclenché. Compte tenu du terrain difficile et de la visibilité quasi nulle, s'approcher à ce moment-là aurait comporté des risques inutiles. Nous avons donc décidé d'attendre. Aux premières lueurs du jour, nous sommes rentrés. L'issue était déjà prévisible avant même notre arrivée sur place. Le piège avait retenu plusieurs sangliers toute la nuit au cœur de la forêt. Comme précédemment, nous avons agi rapidement. Nous avons sécurisé les lieux, maîtrisé les animaux et préparé la suite sans délai. Le dernier piège a été laissé en place toute la nuit dans une zone plus dissimulée. Grâce à une surveillance à distance, nous avons confirmé qu'il s'était déclenché pendant la nuit, précisément le long d'un itinéraire que les sangliers empruntaient habituellement. Au matin, nous étions déjà en route. À notre arrivée, le doute n'était plus permis. Les sangliers étaient toujours contenus dans l'enclos après plusieurs heures de confinement. L'opération s'est déroulée sans encombre, mettant ainsi un terme aux opérations de piégeage dans ce secteur. C'est ainsi que notre travail en Arizona prit fin. Chaque installation s'est avérée concluante, malgré un terrain plus difficile et des obstacles supplémentaires. Chaque activation a confirmé une même vérité. Les sangliers migrent de façon prévisible. De plus, une fois ces schémas de migration compris, il est possible de les intercepter. Néanmoins, cela implique aussi une chose. L'achèvement de cette tâche est impossible, principalement parce qu'il reste encore de nouveaux sentiers à découvrir au-delà des zones que nous avons explorées, au cœur des forêts sèches et des terrains accidentés. Nous y reviendrons un jour. Les terres agricoles et les zones isolées ne sont plus les seuls endroits où l'on observe des tensions croissantes liées à la présence de sangliers. Il existe des situations qui exigent une intervention rapide et imprévue. La tension est soudainement devenue palpable lors de ce qui aurait dû être un après-midi ordinaire dans un quartier paisible de la banlieue américaine. La tranquillité a été instantanément brisée. Tandis que les clients paniquaient et se précipitaient vers les sorties d'un petit salon de coiffure, des cris ont retenti à l'intérieur. Un sanglier adulte se tenait au milieu de la pièce.
apeurés, désorientés et totalement hors de contrôle. Des miroirs étaient brisés, des chaises renversées et le sanglier était complètement incontrôlable. La scène en question n'est pas tirée d'un film. Ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres de ce qui s'est produit dans le monde réel, alors que les sangliers continuent de s'aventurer de plus en plus loin dans les zones habitées. Le sanglier, contrairement aux porcs domestiques, est un animal robuste, imprévisible et extrêmement réactif. Un individu adulte peut peser entre 90 et plus de 135 kg, être capable d'accélération fulgurante et posséder des défenses acérées comme des rasoirs, capables d'infliger de graves blessures. Lorsqu'il est encerclé ou paniqué, il ne recule pas. Outre la menace immédiate, leur influence s'étend bien au-delà. La destruction des récoltes, la création de routes dangereuses et la transmission de maladies par les sangliers constituent un risque pour les propriétaires d'animaux, notamment domestiques. Plus inquiétant encore, la situation pourrait s'aggraver très rapidement. Leur taux de reproduction est très élevé. Un petit groupe peut rapidement devenir une colonie importante et destructrice s'il n'est pas correctement encadré. Cela peut se produire en un laps de temps relativement court. Autrefois, on pensait que l'élimination progressive des porcs était une solution efficace. Aujourd'hui, cette stratégie n'est plus adaptée. Face à la croissance démographique et à l'adaptation croissante des populations humaines, ces méthodes peinent souvent à produire un effet durable. Dans certains cas, elles rendent même les animaux restants plus méfiants et plus difficiles à contrôler. De ce fait, les tactiques utilisées pour contrôler la faune sauvage ont évolué. Au lieu de se concentrer sur l'élimination de groupes d'oiseaux isolés, l'attention se porte désormais sur la gestion de ces groupes dans leur ensemble. Les méthodes modernes de piégeage, associées à la surveillance par caméra à distance, commencent à démontrer des résultats probants dans de nombreux endroits. Ces technologies offrent une méthode plus encadrée et efficace pour réduire les conflits entre l'environnement humain et les habitats de la faune sauvage. Grâce à ces technologies, les opérateurs peuvent observer les activités des sangliers en temps réel, et les pièges ne se déclenchent que lorsque la totalité du groupe est entrée dans la cage. Ce niveau de contrôle réduit considérablement les risques pour le personnel, minimise la panique et évite aux animaux un stress inutile. Le cycle de reproduction a ainsi été efficacement interrompu avant même qu'il ne puisse reprendre, notamment au Texas, l'une des régions les plus touchées. Ce résultat a été obtenu grâce à une opération unique et coordonnée qui a permis de capturer des groupes entiers. De nombreux propriétaires fonciers et spécialistes de la faune sauvage s'accordent sur un point essentiel. La lutte contre les sangliers ne requiert aucune action irresponsable ou risquée lorsqu'elle est menée correctement. Les systèmes tels que Warbuster, actuellement utilisés dans plusieurs régions des États-Unis, reposent sur des principes bien définis. Parmi ces principes figurent des pièges ouverts, qui n'effraient pas les sangliers au premier contact. Un déclenchement à distance uniquement lorsque le groupe est au complet, une surveillance continue par caméra et, surtout, une sécurité maximale pour les populations riveraines. Il est plus important d'adhérer à cette dernière idée qu'à toute autre. La régulation des populations de sangliers ne relève ni de la chasse sportive ni du recours à la violence. Elle vise à protéger les individus, à préserver les biens et à maintenir l'équilibre écologique. Personne n'a l'intention de causer des souffrances inutiles aux animaux. Toutefois, lorsqu'une espèce prolifère au point de devenir incontrôlable et représente une menace directe pour les communautés, l'inaction peut avoir des conséquences bien plus graves. Ce problème n'est plus relégué aux campagnes isolées ou aux ranchs perdus au milieu de nulle part. Ce phénomène se produit dans les quartiers résidentiels, le long des clôtures des jardins et dans les aires de jeux pour enfants. Sans mesure de gestion efficace, les populations de sangliers sauvages continueront de croître aux États-Unis, ce qui aggravera les risques pour la sécurité humaine et la stabilité de l'écosystème. Il n'en reste pas moins qu'il existe toujours une voie à suivre, même face à cet obstacle. Lorsque les communautés locales comprennent mieux l'ampleur du problème, lorsque les autorités locales et les résidents collaborent pour coordonner leurs efforts, et lorsque la technologie est utilisée de manière responsable, il est possible de réaliser des progrès concrets et mesurables. Les systèmes modernes ne sont pas de simples outils. Ils constituent les composantes d'une stratégie plus globale, fondée sur la sensibilisation, le timing et une action concertée.
Après la capture, le transport devient une étape cruciale du processus. Chaque étape est réalisée avec le plus grand soin et une précision extrême, afin de minimiser le stress et les risques de blessures. Pour éviter toute panique ou réaction brusque, chaque porc est conduit dans des conteneurs de transport renforcés, spécialement conçus pour garantir sa sécurité et son confinement. Ces conteneurs sont adaptés au transport planifié à l'avance. Déplacer ou enlever n'est pas la seule chose impliquée à ce stade. Cela reflète un principe plus fondamental. La manière dont les gens choisissent de gérer et de coexister avec la faune sauvage de façon responsable, notamment face à des situations difficiles. Il devient de plus en plus évident que la gestion des populations de sangliers n'est plus une option. Ce constat est renforcé par la multiplication des rencontres inattendues en zone périurbaine et par les opérations de contrôle menées dans des régions comme le Texas. Cette gestion est essentielle pour la sécurité de la population et l'équilibre de l'environnement. Les choix faits aujourd'hui auront un impact direct sur le niveau de sécurité de demain. Des rapports environnementaux ont montré que dans certaines régions, les populations de sangliers ont plus que doublé au cours des dernières décennies. De ce fait, les rencontres avec ces animaux ne sont plus rares, ni isolées. Lorsqu'un sanglier apparaît soudainement dans un restaurant bondé, dans une rue passante ou à proximité d'habitation, la question n'est plus seulement de savoir ce qui s'est passé, mais aussi pourquoi ces rencontres sont de plus en plus fréquentes. Entre l'impératif de protéger la sécurité publique et la responsabilité de préserver la faune sauvage, un équilibre difficile doit être trouvé. Où se situe la limite qui permet la coexistence des humains et des animaux? Suite à des circonstances imprévues, cette question devient une réalité pour beaucoup. Imaginez-vous assis dans un restaurant, attendant des invités ou déjeunant tranquillement lorsqu'un sanglier fait irruption. Seriez-vous surpris? Le jour du Nouvel An, à Gumi, dans la province de Yeongbuk, en Corée du Sud, un sanglier a pénétré dans un restaurant de grillades bondé, semant la panique et l'inquiétude parmi les clients. Ce scénario est devenu réalité. Ce type de rencontre n'est plus exceptionnel en Corée du Sud. On estime que la densité de population dans certaines zones forestières atteint désormais 3 à 4 animaux par kilomètre carré. Ce développement rapide menace non seulement l'agriculture, mais soulève également de graves problèmes de lutte contre les maladies, notamment face à la recrudescence de la peste porcine africaine, PPA. Il est courant d'installer des dispositifs de contrôle en bordure de forêt afin de limiter la présence de sangliers dans les zones résidentielles. L'utilisation de cache-pièges adaptés, devenue familière aux randonneurs et aux habitants des zones escarpées, est l'une des méthodes les plus répandues. Ces pièges ne sont pas destinés à blesser les animaux. Ils visent plutôt à orienter et à gérer leurs déplacements afin de réduire la probabilité d'interaction directe avec les populations humaines. Les structures en question sont bien plus qu'un simple instrument utile pour les personnes qui vivent à proximité de ces lieux. Elles délimitent une frontière subtile qui distingue une zone sûre d'une zone potentiellement dangereuse. Comprendre le fonctionnement interne de ces systèmes est essentiel pour saisir les raisons de leur large adoption. Le déclenchement accidentel du système de verrouillage est provoqué par un sanglier qui pénètre dans l'enclos pour accéder à l'appât. Le mécanisme est assez simple. La porte avance-abaisse automatiquement et l'animal est ainsi retenu en toute sécurité à l'intérieur de l'enclos. La grande majorité de ces pièges mesurent environ 2 mètres de long et sont conçus pour contenir en toute sécurité même des sangliers adultes de grande taille. En revanche, la conception n'est jamais le seul facteur déterminant l'efficacité. Les conditions environnementales et le comportement des animaux jouent un rôle tout aussi essentiel. Les sangliers ont tendance à être plus prudents et moins sensibles aux appâts durant les saisons chaudes lorsque la nourriture naturelle abonde. L'hiver, en revanche, induit une dynamique bien différente. La raréfaction des ressources alimentaires les pousse à se concentrer autour des sources de nourriture, ce qui accroît le risque de conflit. Par temps froid, l'odorat porte plus loin et reste actif plus longtemps, tandis que la neige entrave la mobilité et réduit les voies de déplacement. De ce fait, les sangliers sont bien plus enclins à s'installer durablement à un endroit précis lorsqu'ils y trouvent une source de nourriture régulière, ce qui rend leur capture beaucoup plus efficace. En fin de compte, la gestion réussie des sangliers n'est jamais le fruit d'un seul outil ou d'une seule activité.
Comprendre les comportements, savoir s'adapter aux circonstances changeantes et employer la technique appropriée au moment opportun sont autant d'éléments essentiels. Du fait que l'objectif n'est pas simplement de répondre aux problèmes, pour maintenir une position de supériorité sur elles. Dans de nombreuses régions du Texas, des terres agricoles autrefois productives et florissantes peuvent être gravement endommagées en une seule nuit. Les clôtures sont brisées, le sol est fortement perturbé et des champs entiers sont au bord de l'effondrement. La principale cause est la prolifération rapide de grands groupes de sangliers sans régulation naturelle. Si cette prolifération n'est pas maîtrisée à temps, l'ampleur des dégâts peut s'accroître considérablement. Pour éviter toute aggravation de la situation, une opération de piégeage à grande échelle a été mise en place. L'objectif était non seulement de limiter les dégâts immédiats, mais aussi de reprendre le contrôle de la zone touchée avant que la population ne prolifère davantage. Le premier piège, installé la nuit précédente, a démontré une efficacité immédiate. En quelques heures, un groupe entier de sangliers a été attiré par l'appât et est entré dans l'enclos, déclenchant le système. Dès l'aube, le site a été inspecté. Même de loin, l'activité à l'intérieur laissait présager un résultat significatif. En s'approchant, on a découvert un groupe entier piégé, en proie à une forte agitation après y avoir passé la nuit. La situation a été rapidement maîtrisée, les animaux ont été capturés et transportés. Ce succès initial a confirmé l'ampleur du problème et l'efficacité de la méthode employée. Alors que les opérations se poursuivaient vers le second site, des retards sont devenus perceptibles. Cependant, les données des caméras ont révélé que le piège s'était déclenché peu de temps avant l'inspection. Cela indiquait que l'activité des sangliers demeurait très proche de la zone d'intervention. En conséquence, les déplacements entre les sites ont été accélérés afin de maintenir le contrôle tant que la situation restait critique. Le troisième piège, activé la nuit précédente et dont l'activité a été intégralement enregistrée par les systèmes de surveillance, a permis d'obtenir un résultat particulièrement significatif. À midi, malgré la chaleur croissante, l'activité à l'intérieur de l'enclos restait intense. Un grand nombre de sangliers avaient été capturés, dépassant largement les résultats précédents. Compte tenu de l'ampleur de la tâche, l'équipe s'est réparti les responsabilités et a coordonné chaque étape avec soin afin de garantir une manipulation sûre et efficace. Le quatrième piège, placé plus profondément dans la forêt le long d'un sentier fréquemment emprunté, a également donné d'excellents résultats. En fin d'après-midi, l'enclos contenait un groupe familial complet, comprenant des adultes et des jeunes. La nuit tombant, les opérations ont dû être menées rapidement et avec précision pour maintenir le contrôle avant que la visibilité ne diminue davantage. Le cinquième et dernier piège exigeait une intervention des plus urgentes. Situé à proximité, il fut atteint alors que le jour déclinait. Un mouvement à l'intérieur confirma son activation réussie, et une coordination immédiate permit de maîtriser la situation malgré la faible luminosité. Chaque action fut exécutée avec précision, car même un léger retard aurait pu considérablement compliquer le processus. À la fin de la journée, la nuit était entièrement tombée sur la région. L'opération s'était déroulée sans interruption du petit matin jusqu'à la tombée de la nuit. Les résultats cumulés ont mis en évidence une réalité alarmante. La population de sangliers avait considérablement augmenté, dépassant largement les prévisions. Si les efforts déployés ce jour-là ont permis de réduire une partie de la menace, des signes d'activité persistante demeurent visibles dans les zones environnantes, indiquant la nécessité de poursuivre les opérations de gestion. Un phénomène similaire a ensuite été observé dans une autre région caractérisée par un terrain aride et des points d'eau limités. Dans ces environnements, les sangliers ont tendance à se rassembler en grand nombre autour des points d'eau restants, créant ainsi de nouvelles zones d'activité intense. Ce changement de comportement peut réduire l'efficacité des méthodes de piégeage traditionnelles, exigeant une intervention plus rapide et une adaptation stratégique. Pour remédier à ce problème, plusieurs pièges ont été déployés à des endroits stratégiques, notamment dans des clairières et en lisière de forêt. Après leur installation, la zone a été laissée en l'état afin de permettre aux déplacements naturels de reprendre leur cours. Très vite, le premier piège a donné des résultats probants. Le silence habituel de la forêt a été remplacé par un vacarme chaotique, signe qu'un groupe important y était entré et avait été contenu. À l'intérieur de l'enclos, les animaux manifestaient de fortes réactions physiques, se poussant les uns les autres dans un espace restreint. Malgré leur force, la structure est restée intacte, démontrant ainsi la fiabilité du système. Le second piège, situé en bordure de forêt, présentait un scénario différent. L'enclos tremblait visiblement à l'approche, révélant la présence de plusieurs animaux réagissant intensément dans un espace réduit.
Même dans ces conditions, le système de confinement a continué de fonctionner efficacement. Cependant, compte tenu de l'intensité des opérations de la journée, les pièges restants ont été laissés sur place pour inspection le lendemain matin. Cette pause a permis une manipulation plus sûre et une meilleure évaluation grâce à une visibilité accrue. Alors que la nuit tombait, les sangliers émergèrent peu à peu de la forêt, guidés par l'odeur des appâts qui y flottaient dans l'air immobile. Au matin, le paysage avait radicalement changé. Ce qui n'était au départ qu'une poignée d'animaux s'était transformé en une masse compacte et étouffante à l'intérieur des pièges. Des dizaines de sangliers, serrés les uns contre les autres, s'agitaient sans cesse, leur choc répété contre les parois de l'enclos créant une atmosphère tendue et oppressante. Ailleurs, des signes évidents indiquaient qu'un grand groupe était entré pendant la nuit. Sol remué, traces profondes et terrains endommagés témoignaient d'une activité importante. Cependant, lors de l'inspection du piège, il n'en restait qu'un petit nombre à l'intérieur. Tout suggérait que la plupart s'étaient échappés en forçant le passage. Ceci révélait une réalité cruciale. Ces animaux étaient non seulement nombreux, mais aussi extrêmement adaptables, physiquement puissants et capables de franchir les obstacles de manière inattendue. Le dernier piège, placé dans une clairière exposée offrant peu de couvert naturel, a donné le résultat le plus surprenant. Contrairement aux attentes, il contenait un troupeau entier composé d'individus adultes et de jeunes. Les animaux y sont entrés sans hésitation, permettant ainsi au système de fonctionner avec une efficacité maximale. Ce résultat a démontré que le succès du piégeage dépend non seulement de la dissimulation, mais aussi de la compréhension des déplacements et des comportements des animaux. Après une inspection complète, le tableau d'ensemble s'est éclairci. Si certains systèmes fonctionnaient parfaitement, d'autres révélaient un problème croissant. Les animaux devenaient plus imprévisibles, plus sûrs d'eux et de plus en plus difficiles à gérer. Malgré des résultats encourageants, la situation était loin d'être résolue. Dans de nombreuses régions, les populations incontrôlées de sangliers continuent de causer chaque année de graves dégâts agricoles et environnementaux. Des champs entiers peuvent être ravagés en une nuit, les systèmes d'irrigation perturbés et les récoltes perdues avant la moisson. Dans ces conditions, les méthodes traditionnelles de lutte contre une seule cible ne sont plus efficaces. Les stratégies de contrôle doivent évoluer vers des systèmes coordonnés, fondés sur l'observation, le calendrier des interventions et l'analyse comportementale. Les premières étapes de ces opérations exigent souvent de la patience. L'activité initiale se caractérise par une certaine hésitation. Les animaux se nourrissent près des limites du piège sans s'y engager pleinement. Durant cette phase, les systèmes sont surveillés et ajustés avec soin afin de garantir le bon fonctionnement de chaque composant, de la sensibilité du déclencheur à l'intégrité structurelle. Lorsque les conditions changent et que la confiance s'accroît au sein du troupeau, des opportunités se présentent. De petits groupes s'enfoncent davantage dans les zones contrôlées, baissant progressivement leur garde. Au moment opportun, une fois le groupe entier positionné dans la zone de confinement, le système s'active. La fermeture est immédiate et décisive. En quelques secondes, l'espace ouvert se transforme en enclos sécurisé. La réaction interne est intense. Les animaux tentent de s'échapper avec force, percutant la structure à plusieurs reprises. Cependant, un système bien conçu reste stable sous la pression, empêchant toute brèche. Ceci constitue la première confirmation que la stratégie fonctionne comme prévu. L'inspection de suivi est tout aussi cruciale. La lumière du jour révèle des détails invisibles pendant la nuit. Les schémas de déplacement, les points de tension de la structure et l'étendue du confinement. Lors d'opérations réussies, des groupes entiers sont sécurisés sans aucune tentative d'évasion, confirmant ainsi l'efficacité de la conception et la pertinence de l'évaluation comportementale. Même après le confinement, des procédures strictes doivent être suivies pour garantir la sécurité et une manipulation adéquate, minimisant les risques inutiles tout en gardant le contrôle de la situation. Une fois le confinement terminé, l'environnement retrouve progressivement son calme, ne laissant que peu de traces visibles de la perturbation. Cependant, une nouvelle activité peut rapidement apparaître. Les signalements de mouvement dans les environs indiquent souvent que des groupes plus importants restent actifs. Ces groupes ont tendance à se comporter avec plus de prudence, s'attardant davantage aux limites de leur territoire et évaluant soigneusement les structures inconnues. Dans de tels cas, le moment d'agir devient crucial. Une intervention trop précoce peut entraîner le retrait de tout le groupe. Au contraire, une patience maîtrisée permet d'augmenter progressivement le nombre d'individus piégés. Lorsque le meneur entre enfin, l'occasion est idéale. L'activation à ce moment précis garantit un confinement maximal. La capture qui s'ensuit révèle souvent l'ampleur réelle de la population, permettant de neutraliser des groupes importants en une seule opération.
Les inspections ultérieures révèlent souvent une résistance moindre, les animaux économisant leur énergie après un confinement prolongé. L'efficacité du système se confirme alors, offrant un répit temporaire aux zones agricoles voisines. Un principe demeure cependant inchangé. Le succès ne se mesure pas à une seule opération, mais à la constance de la préparation, de l'observation et de l'exécution. Chaque cycle met en lumière de nouveaux schémas, de nouvelles adaptations et de nouveaux défis. Globalement, ces événements illustrent un principe fondamental de la gestion de la faune sauvage. La croissance démographique rapide, associée à une grande capacité d'adaptation, exige des stratégies structurées plutôt que des actions isolées. Un contrôle efficace repose sur la compréhension des schémas de déplacement, le choix de sites appropriés et la mise en œuvre de réponses coordonnées. La combinaison de ces éléments permet de réduire les dégâts, de protéger les terres agricoles et de maintenir l'équilibre de l'environnement. En définitive, la gestion de la faune sauvage dans ces milieux n'est pas une solution ponctuelle. Il s'agit d'un processus continu, façonné par la stratégie, la rigueur et une connaissance approfondie du comportement animal.